D'après le Larousse, l'incipit est un nom masculin invariable désignant les premiers mots d'un manuscrit. Sur sa page Wikipédia, il est indiqué que l'incipit a 4 fonctions principales. Définir le genre littéraire du texte, susciter l'intérêt du lecteur, proposer un angle d'approche pour entrer dans l'histoire et informer en mettant en place les personnages, les lieux et la temporalité du récit. Pour ce premier épisode du podcast, ce premier chapitre d'une nouvelle aventure, il m'a donc semblé tout naturel de me pencher sur les premiers mots d'une histoire, en compagnie de la merveilleuse Sandy Ruperti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode d'À la croisée des plumes où l'on va se pencher sur le concept de l'incipit en compagnie de Sandy Ruperti. Bonjour Sandy. Bonjour Nina et bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis très contente d'être ici et de participer à cet épisode avec toi. Je peux te tutoyer sur l'épisode ou tu veux qu'on se Oui, se tutoyer? t'inquiète pas. Je suis très contente de participer à cet épisode et d'être là avec toi. Merci de m'avoir invitée. Ça va très bien. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait, tu as un peu 3 casquettes. En fait, tu à la fois autrice, éditrice et bêta-lectrice professionnelle. Est-ce que tu Oui. peux revenir plus en détail sur ces métiers? Oui, alors côté éditrice, parce que c'est ce qui me semble le plus important, en tout cas c'est l'activité qui me représente le plus. Et c'est comme ça que je me présente à chaque fois quand on me demande qu'est-ce que tu fais. C'est vrai que j'ai tendance à dire que je suis éditrice avant tout parce que c'est ce que je fais depuis le plus longtemps, je pense. Donc je suis éditrice chez Magic Mirror, c'est une maison d'édition que j'ai lancée en 2016 et qui se spécialise dans les réécritures de contes de fées. Voilà, donc c'est l'activité qui occupe toutes mes soirées, tous mes week-ends et toutes mes nuits, parce que la journée, je suis bêta lectrice professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne des auteurs et des autrices dans leur processus d'écriture à travers des bêta lectures, des alpha lectures et tous les types d'accompagnement qu'on peut proposer. J'analyse des synopsis, j'analyse des premiers chapitres, enfin voilà, j'essaie de proposer des petites choses comme ça. Et je fais ça depuis 2021. Voilà, en ce qui concerne l'écriture, bah écoute, j'écris depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, je pense. J'écrivais des poèmes quand j'étais petite, j'écrivais des petites histoires et puis j'écrivais aussi des grandes histoires que je n'ai jamais achevées quand j'étais enfant. Au collège et au lycée, si tu veux, j'écrivais un espèce de journal de ma vie rêvée. C'est-à-dire que chaque soir, je prenais mes crayons et mes cahiers et je réécrivais ma journée en y ajoutant ce que j'aurais aimé qu'il se passe. Donc évidemment, j'étais pas du tout moi, j'étais dotée de pouvoirs magiques, il se passait plein de trucs dans mes journées qui ne se passaient pas du tout dans la réalité. Donc ça m'a occupée pendant, pendant quelques années quand même et c'était un moyen un petit peu de mieux vivre mes années d'adolescente. Et pour les choses plus sérieuses, j'ai achevé mon premier roman en 2016. J'ai mis 7 ans à l'écrire, donc ça a été un très long cheminement. C'est un roman qui dort dans un tiroir et qui va probablement rester dans ce tiroir pour toujours parce que objectivement, il est pas très bon. Mais voilà, je me suis fait les armes un petit peu sur ce texte-là. Mon deuxième m'a pris 5 ans. Donc je suis un escargot en termes d'écriture. Je suis très longue à écrire. Le deuxième m'a pris 5 ans et il est en cours de correction éditoriale au moment où on se parle. Je suis en plein dedans. Donc il va sortir en 2024. Et là, je travaille sur mon troisième. Je suis dessus depuis le mois de janvier. Je sais pas jusqu'à quand. On verra. Mais, mais voilà. Voilà à peu près où j'en suis. Du coup, tu vois là, tu as parlé des différentes, chapeaux, des différents chapeaux que tu as. Oui. Moi, j'ai fait ta connaissance via le côté éditrice, via Magic Mirror Édition. Alors, tu as déjà évoqué rapidement quelle était la ligne éditoriale de Magic Mirror, la réécriture de contes. Est-ce que tu peux présenter un peu plus en détail la maison d'édition pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, alors c'est une maison d'édition à compte d'éditeur exclusivement, donc on fait pas du tout de compte d'auteur. On prend en charge tous les frais liés à l'édition.
On travaille, comme je l'ai dit, les contes de fées, donc on est sur des réécritures et des revisites au format romanesque, donc c'est forcément des romans. On a peut-être quelques projets de recueil dans les tiroirs, mais voilà, a priori, si vous voulez nous soumettre des textes, c'est des romans. Et on est une maison d'édition qui publions assez peu finalement. On a peut-être 3 ou 4 publications à l'année, mais on prend soin de nos textes, on les chouchoute et on publie vraiment des textes dans lesquels on croit. Voilà. Magic Mirror, pour moi, c'est un petit peu le projet de la revanche, parce que quand je l'ai créé, on m'avait dit de pas le faire. Et enfin, mes profs de fac à l'époque m'avaient dit de surtout pas me lancer dans la voie de l'édition indépendante, que ça fonctionnait pas, que c'était pas un monde ouvert. Bon, ils avaient pas totalement tort, mais j'étais un petit peu tête brûlée à l'époque. Et puis, je voulais faire une thèse, on m'a refusé mon sujet de thèse, donc je me suis dit, ok, je vais faire ce que vous m'avez dit de pas faire, donc je vais créer une maison d'édition. Donc ça, c'était en 2016. Et au début, j'étais toute seule et j'ai vite été dépassée par l'ampleur que prenait Magic Mirror parce qu'on a très vite reçu beaucoup de textes. Ça qu'on publie peu, mais on reçoit quand même beaucoup de manuscrits et il y a quand même un gros travail derrière. Et toute seule, c'était compliqué. Donc en 2019, on est passé en association. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une équipe alors on était 6 jusqu'à il y a pas très longtemps, mais on a intégré 3 nouvelles personnes, 3 nouvelles personnes au bureau récemment. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on est 6, mais on est 9 désormais derrière Magic Mirror pour tout faire tourner, pour voilà gérer la communication, le rapport aux autrices, la coordination entre l'illustrateur, les correcteurs et toutes les personnes qui vont intervenir sur la création du livre. Et ouais, c'est une expérience vraiment vraiment enrichissante. Et je suis contente aujourd'hui de ne plus être toute seule et de passer un petit peu le relais aussi parce que petit à petit, ben, je prends moins de tâches, je passe le relais sur certaines tâches et ça devient ce qui était vraiment mon projet à la base, ça devient quand même le projet de pas mal de personnes et c'est ça qui est très chouette, que j'aime beaucoup dans Magic Mirror. Voilà. C'est une belle revanche en tout cas, parce que maintenant ça va faire 7 ans, je crois, du coup, que Ça va ça faire va 8 faire. ans. Oh là là, ça va. Ouais. Et quand tu vois, et je pense que si tu interroges toutes les autrices qui sont chez Magic Mirror, à tous les membres de l'équipe, on est d'accord, c'est une super aventure, quoi. Donc, c'est une belle revanche de se dire qu'après tout ça, alors que personne croyait en toi, enfin, non, pas personne, mais je veux dire, peut-être Oui. les gens du milieu, à la fac, etc., ne croyaient pas en ce projet, là, c'est une belle revanche, quoi. Ouais, Voilà. en licence, j'avais dû interviewer un éditeur indépendant. En fait, on devait interviewer quelqu'un du monde du livre et j'avais choisi un éditeur indépendant parce que c'était une voie qui m'intéressait. Et lui-même m'avait dit, mais fuis, ne fais pas ça, pars, faire autre chose. Et bon, voilà, ça ne m'a pas fait fuir. Mais maintenant, avec le recul, je comprends un petit peu mieux pourquoi on m'a peut-être un petit peu, et si on a essayé de me détourner de cette voie, je peux comprendre. Mais j'y suis quand même et je suis contente. Et c'est encore une plus belle histoire maintenant parce que ça y est, tu passes de l'autre côté du miroir. Puisque du coup, le second roman achevé, mais le premier qui va être Mm, publié, donc Fleur d'épine, va être publié chez Magic Mirror. Alors, oui, c'est prévu pour 2024, je crois. oui. Est-ce que tu peux déjà nous en parler un petit peu? Oui, c'est la première fois que je vais en parler officiellement de vive voix comme ça, en dehors de l'équipe édito de Magic Ah, Mirror. Alors j'ai une exclusivité. je suis toute émue, un peu stressée aussi, mais très émue. Du coup, voilà, Fleur d'épine, c'est en fait, après mon premier roman que j'ai terminé en 2016, j'avais cette idée qui trottait dans la tête. Enfin voilà, j'avais quelques pistes d'intrigue, j'avais des personnages que j'avais depuis un petit moment qui étaient là et tout. Sauf que avec Magic Mirror, à ce moment-là, on n'avait qu'un texte édité et on galérait à rentrer sur les salons parce qu'il fallait tout le temps un auteur ou une autrice pour les dédicaces. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait que Rose Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould, et Laetitia habitait en Bretagne, nous on habitait dans le sud de la France, c'était impossible de faire des salons. Enfin, c'était très compliqué. Et je m'étais dit, bah, le meilleur moyen de faire des salons, c'est d'écrire moi-même un texte pour Magic Mirror. Comme ça, j'aurai l'étiquette autrice et on pourra entrer sur les salons. Alors, spoiler, j'ai mis 7 ans à l'écrire, donc ou 5 ou 6 ans, je sais plus, ça a été très long, 5 ans. Donc entre-temps, on a publié plein de textes et puis les salons, c'est plus si compliqué que ça finalement. Mais je me suis lancée là-dedans, voilà, dans l'idée de pouvoir être autrice pour Magic Mirror et avoir accès au salon. Donc j'ai tordu un petit peu toutes ces idées que j'avais dans la tête. J'ai essayé de les tordre un petit peu pour que ça devienne une réécriture. Je me suis dit comment les faire rentrer dans le cadre d'une réécriture. Et, euh, et du coup, j'ai atterri dans La Belle au bois dormant. Voilà, donc Fleur d'épine,
C'est en fait l'histoire du prince de La Belle au bois dormant. On va suivre ses aventures à lui, on va essayer de comprendre pourquoi il se lance dans cette quête, quels sont ses enjeux pour lui et quels sont les enjeux pour, la princesse endormie aussi parce que finalement, hem, la princesse endormie, c'est quand même un personnage, omniprésent dans le conte et en même temps complètement absent. C'est-à-dire qu'elle dort et elle ne fait que dormir. On n'a pas forcément son avis sur la question, on n'a pas accès à ses émotions, on n'a pas accès à ce qu'elle pense. Et je trouve que c'est un conte qui laisse vraiment l'espace pour réécrire, pour approfondir l'univers, pour approfondir les personnages. Donc j'avais vraiment envie, c'est vrai que j'ai toujours eu envie, c'est pas mon conte préféré, mais j'ai toujours eu envie de le réécrire. Je m'étais toujours dit que si je réécrivais un conte, ce serait La Belle au bois dormant parce que voilà, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir générer de bonnes réécritures, je trouve. Et donc voilà, moi j'avais envie de m'intéresser au prince, à son parcours à lui. Et ça va être l'histoire de Fleur d'Épine. Pour ce qui est de la soumission, j'en ai un petit peu parlé sur les réseaux. Je l'ai soumis en total anonyme à Magic Mirror, donc personne ne savait au sein de l'équipe, enfin à part une personne qui du coup n'a pas participé au vote en prétextant, enfin elle a trouvé une excuse pour pas participer au vote parce que je voulais vraiment que les personnes qui acceptent le texte ne sachent pas que c'était moi. Donc c'était en anonymat. J'ai créé une fausse adresse mail, j'ai créé un faux nom d'autrice. Sur ma lettre de soumission, j'ai raconté des trucs qui faisaient qu'on ne pouvait pas penser que c'était moi. Enfin, j'ai brouillé les pistes. D'ailleurs, j'ai dit que j'avais découvert Magic Mirror grâce à la Bête du Bois perdu. Donc tu as fait partie de ma soumission. Et, et voilà, donc ça s'est fait vraiment sous le couvert de l'anonymat et le texte a été choisi sans qu'on sache que c'était moi. Donc c'était assez jubilatoire de faire ma petite révélation quand, quand on m'a dit, bon bah voilà, Sandy, il faut contacter cette autrice, le texte a été attribué. Je dis, bah c'est pas la peine en fait parce que c'est moi. Donc c'était, c'était un instant assez intense. Mais de l'autre côté, c'était quand même très effrayant d'avoir accès parce que même si je ne participais pas, en fait, au moment où j'ai soumis mon texte, je suis partie en congé maternité. Donc j'avais la bonne excuse pour dire voilà, je ne lis pas ce texte, je ne lis pas ce manuscrit, je participe pas au vote puisque je ne suis pas là. Mais j'avais quand même accès à la plateforme. Donc je voyais les commentaires qui se faisaient sur mon texte, les débats et tout et tout. Et franchement, c'est quelque chose d'assez effrayant. Voilà, j'avais pas pensé avant de le soumettre que ça pouvait être aussi intense pour une première soumission, pour un premier texte envoyé en maison d'édition. C'était quand même assez fort. Voilà. Ouais, j'ai tellement hâte de le découvrir. En plus, moi, pour le coup, La Belle au bois dormant, c'est l'un de mes contes préférés. Oh, Et j'ai la pression. non, t'inquiète. Et c'est intéressant que tu te penches sur le prince, parce que, enfin, par exemple, tu vois, dans La Belle au bois dormant de Disney, qui est aussi un des dessins animés que je gardais, enfin, j'avais limite cassé la cassette à force de le regarder en boucle. Ma fascination pour le conte vient en partie pour celui de Disney, et les véritables personnages principaux, je trouve que c'est plus les fées et le prince, parce qu'Aurore, on la voit pas tant que Ah ça oui. finalement. Et donc, je comprends ton choix, mais j'ai hâte de voir comment tu vas utiliser la princesse endormie, du coup. Voilà. Parce que c'est drôle enfin, c'est drôle. C'est intéressant de voir la façon dont les autrices peuvent se le réapproprier. Par exemple, Laetitia Arnoux dans Le Voix sans songe, où là, c'est pas elle qui dort, c'est tout le reste du royaume, mais c'est intéressant, tu vois, de reprendre le personnage et le mettre plus au centre de l'intrigue, le rendre plus actif. Donc c'est bien. C'est ça hein, ce que j'adore dans l'écriture de contes. On va peut-être pas trop s'attarder dessus non plus, parce que c'est pas le sujet du podcast, mais j'aime beaucoup à chaque fois comment chaque auteur parvient à se réapproprier une œuvre comme ça. Ouais, c'est tout l'intérêt des revisites, c'est ça qui est chouette. Mm. Et enfin, pour terminer ta petite présentation, j'aimerais savoir, pour un peu cerner qui tu es en tant que lectrice, si tu as un roman préféré. Et alors, comme je disais, c'est une question qui peut être assez dure, parce que moi-même, quand on me Oui. demande quel est mon préféré, je sais pas trop quoi qu'on répond. Donc je me suis dit, sinon, est-ce que tu as un dernier coup de cœur littéraire à nous partager? Alors effectivement, les romans préférés, c'est très dur. Si tu veux, j'ai un top 5 général qui gravite un petit peu comme ça, donc je peux pas citer un titre. Je pense que ça va dépendre de mon état d'esprit actuel, de ce que j'ai envie, quoi. Donc un titre, c'est compliqué. J'ai mon top 5. Par contre, mon dernier coup de cœur, ça oui, je peux facilement le donner, c'était D'or et d'oreiller de Flor Vesco. C'est encore une réécriture de conte, du coup, c'est même pas fait exprès en Je l'ai plus, mais je l'ai adoré lu. aussi. Je l'ai lu récemment et j'ai Ouais. vraiment aimé. Je crois que j'ai été remontée sur ton fil Instagram pour retrouver ton post pour savoir si tu l'avais bien aimé ou pas, parce que je savais que tu l'avais lu. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est une réécriture que j'ai trouvée très intelligente. La plume était Oui. très belle.
Les personnages super attachants. Je trouve qu'il y avait une petite vibration proche du Château de Hurle, qui est un texte que j'aime beaucoup aussi. Oui, Il y a une forme d'humour aussi, et puis il y a des thématiques qui sont quand même assez peu abordées dans ce genre de texte. Je sais pas, le rapport au corps, la découverte de l'autre, le consentement, le rapport à la mère aussi, dans tout ce qu'il a de puissant et d'étouffant. C'est un texte qui m'a vraiment marqué, et c'est mon dernier coup de oui. cœur. J'adore Voilà. l'ambiance de château, toute Mm, la magie par rapport aux parties du corps, sans en dire plus. oui, Et et je sais pas si tu as lu ou si tu comptes lire son autre écriture de conte, L'Estrange Malaventure de Mirella, c'est qui est sur ma wishlist. ouais, une écriture du genre de Flux de Hamelin, et je l'avais adorée. Alors, je crois qu'à l'époque, j'avais préféré Mirella, mais les deux se valent en fait. Donc, j'ai hâte d'avoir ton avis quand tu le tenteras. J'aimerais bien le lire dans l'année. Il fait partie des livres que j'aimerais bien avoir lu avant la fin de l'année. Ouais. Alors, avant de passer à la partie suivante, je t'ai préparé un petit jeu. C'est maintenant, d'accord. Pour les auditeurs, en fait, j'avais envoyé les questions à Sandy un peu pour qu'elle puisse préparer son intervention, mais là, j'avais fait exprès de pas la prévenir, parce qu'en fait, c'est un petit jeu de devinette et je voulais pas qu'elle révise. Alors, ça va être réparti je vais faire une devinette là, puis on en fera une un peu plus tard, un peu pour voilà, D'accord. rythmer le podcast. Alors, Histoire t'inquiète pas, de c'est un truc de... répartir la pression sur tout l'épisode. Alors, je sais pas si ça va être la honte ou pas si tu trouves pas. Je rigole. Pas de pression. En fait, je suis allée voir ma collection Magic Mirror Ok. et je suis allée Oh chercher en non. fait quelques incipits. Et je vais te citer des incipits de romans Magic Mirror, donc des romans sur lesquels tu as travaillé en tant Oui. qu'éditrice, pour voir si tu te souviens. Et je sais que c'est très piège parce que bah il y a des romans qui commencent à dater. Et là, alors si j'ai Mmh. bien compté, je crois qu'on est à 16, vous êtes à 16 publications au moins, je crois, chez Magic Oui. Mirror. Donc ça Oh, commence la à faire pression. beaucoup, donc je me suis dit, La pression, c'est encore pire que ce que je pensais, parce que là, en plus, non, il faut quand après, même que je les connaisse. À ma décharge, juste je t'inquiète pas. précise, je précise que, alors, c'est des textes que j'ai lus du coup au moins 5 fois chacun à travers toutes les étapes édito, mais une fois qu'ils sont publiés, je ne les relis jamais. J'arrive pas à relire les textes Magic Mirror, c'est un truc, je fais un blocage, je sais pas pourquoi, j'ai tellement peur de tomber sur une coquille ou un truc comme ça qu'une fois qu'ils sont publiés, en général, j'arrive pas à les relire. Donc, potentiellement, il y en a que j'ai pas relus depuis 7 ans. Donc, voilà, hein. Non, t'inquiète pas, je suis pareil avec mes romans, je les relis pas quand ils sont publiés. Et je suis sûre que tu me sors une citation d'un de mes romans, je serais peut-être pas foutue de trouver lequel c'est, tu vois. En plus, j'ai pris j'en ai pris certains, y a pas, j'ai pas pris des incipits où il y avait un élément où tout de suite on identifie quoi. Bah oui, bah oui. N'allons Donc, pas dans la et puis facilité, bien sûr. quand il y a un prénom, j'ai changé le prénom. Donc j'ai fait exprès. Bon, allez, on Attends, arrête le attends, les suspense. prénoms sont changés. Non, il faut que j'ai ça en tête parce que les prénoms sont Oui, changés. oui. Si tu cites Ah un bah prénom, tu vas c'est pas le bon comprendre. prénom. Ok, Tu vas très vite comprendre quand le prénom est changé, tu verras. ok, ça marche. Alors, pour le premier incipit, alors, rien ne sèche plus vite que les larmes. Tu verras, le temps qui passe essuie les larmes et atténue les peines. Oh mince. C'est bien, je peux te donner un indice. Oui, je veux bien. Je veux bien un indice. Ça commence. On en a déjà parlé depuis le début de l'enregistrement. D'accord. C'est Rose blanche et rose rouge. Non, pas Non? celui-là. Ah mince. Mais pas loin. Alors attends. Tu brûles. Ah oui, le bois sans songe. Oui, c'est le bois sans songe de Laetitia Arnoux. Ah, tu vois, Ah, mais t'avais peut-être la plume. c'est ce que j'allais dire, j'avais la plume de Laetitia, ça me rappelait Laetitia, mais j'aurais pas su, enfin, honnêtement, oui, je n'aurais pas su situer sur quel livre de Laetitia c'était. Oh, bon, c'est pas grave, je me T'inquiète, rattraperai la c'est mon prochaine côté fois. un peu sadique. Je suis une traîtresse, t'as vu, je te... Non, mais en plus, c'est trop bête parce que évidemment, dans le bois sans songe, il y a toute une histoire autour des larmes, donc évidemment, enfin, j'aurais pu y penser. Alors, Il y a un compte à la fin, on fera mon score ou pas? j'en ai prévu que 3, donc ça ira, Ok. t'inquiète pas. Sachant que j'ai pas mis les miens dedans parce que
Bon, non, on va Ok, peut-être en reparler, donc je voyais ça pas marche. l'intérêt non plus. Alors, du coup, maintenant, on va passer à la partie sur Linkipit. Oui, Alors, qui nous quand j'ai intéresse aujourd'hui. préparé, euh, quand j'ai préparé l'épisode, ça m'avait semblé évident de t'inviter aussi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Magic Mirror Edition, c'est un peu Linkipit de mon histoire en tant qu'autrice, puisque j'ai Oh. publié mon premier roman chez vous. Et pas que le premier d'ailleurs, les deux suivants aussi. Et puis aussi, je sais pas si tu te souviens, quand tu faisais des ateliers d'écriture sur Wonder Factory, j'avais participé à un atelier Oui, d'écriture sur Linkipit. Et on avait fait des petits exercices d'écriture intéressants au-dessus de ça. Donc je me suis dit, bah voilà, ça me semblait évident de t'inviter, quoi. c'est gentil. Alors, avant qu'on commence à discuter autour du sujet, je voulais faire juste un petit disclaimer pour les auditeurs et les auditrices. Alors, tout ce qu'on va dire, en fait, ça reste notre humble avis, en fait, sur la question. C'est notre façon de faire, de voir les choses, nos méthodes. Et puis, bien sûr, ça, c'est pas une vérité absolue sur l'écriture. Bien sûr. Donc, et j'invite les auditeurs et les auditrices justement à faire des retours si eux-mêmes sont auteurs, comment ils abordent l'Inkipit dans leur œuvre, quelle est leur vision des choses concernant l'Inkipit. Voilà. Et je suis d'accord. Première, Non, je première précise. question. J'ai Oui. une première question. Toi, personnellement, quand tu commences un projet d'écriture, est-ce que tu accordes de l'importance à l'Inkipit? Oui, tout en sachant que je sais que je peux revenir dessus par la suite, mais très souvent j'ai les premières phrases qui sont là dès le début, bizarrement. Pour les 3 romans que j'ai écrits, vraiment à chaque fois, au moment de la phase de planification, quand je pensais aux personnages, à l'intrigue, etc., j'ai tout le temps la première phrase, en fait, elle est déjà là. Donc, en fait, j'ai le temps de la travailler. C'est-à-dire qu'avant même le début de l'écriture du premier jet, en général, j'ai le premier paragraphe qui est déjà noté quelque part parce que c'est ce qui me donne l'impulsion, en fait, pour vraiment commencer, pour penser l'univers et tout. Donc, oui, j'y accorde de l'importance même quand je commence à écrire, avec quand même l'option de me dire, dans tous les cas, je pourrais la retravailler, Oui, dans mais tous les cas. étrangement, sur les 2 textes achevés, c'est pas forcément des passages sur lesquels je suis beaucoup revenue. En général, elles sont telles qu'elles sont sorties, sur le premier jet, quoi. Et c'était est-ce que c'était la première scène, enfin ou le premier passage vraiment qui t'est venu, ou la première scène, ou pour tes romans c'était d'autres scènes qui te sont venues en premier? Non, pour le coup, les scènes, en général, les scènes qui viennent en premier, c'est celles du dénouement pour moi. Mais, Ah oui. mais ouais, non, c'est pas les premières scènes. Par contre, les premières phrases, je me pose pas la question, très longtemps de comment je vais commencer le texte. En général, je sais très bien, très rapidement, par quoi je veux commencer. Où je veux aller, c'est une autre chose, hein, ça prend plus de temps. Mais par quoi je veux commencer, ça me vient assez vite en général. Ouais, c'est vrai que je suis un peu comme toi. Souvent, c'est Linkipid me vient dès le début. Je crois que dans tous mes romans, Linkipid m'est venu dès le début, à part peut-être pour la Mélodie des Limbes, enfin, où le Linkipid du premier jet a été relégué au deuxième chapitre ensuite. Et D'accord. j'avais rajouté un petit chapitre en début de roman. Sinon, ouais, je suis un peu comme toi, je pense. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous Mmh. lire en avant-première Linkipit de Fleur d'Épine, et pourquoi pas nous revenir Oui. dessus. Voilà. Oui, c'est parti. Alors attends que je le trouve parce que je l'avais préparé. Il est là. Hop. Oh, c'est la première fois que je lis mon texte à voix haute, hein. C'est parti. Il l'acclamait. La foule qui s'était massée sur la petite place pavée applaudissait avec vigueur, souriait avec béatitude et semblait sur le point d'exploser en hurrahs tonitruants d'une seconde à l'autre. Tous attendaient que le duc Guery en ait terminé avec son homélie si solennelle pour se laisser aller à la liesse qui bouillonnait en chacun d'eux. Car aujourd'hui, le prince Alric, qu'ils aimaient appeler le flamboyant, partait en quête. Voilà. Waouh, Euh, je me sens privilégiée. Ouais. Du coup, si tu veux, je peux te donner une petite explication de pourquoi, Ouais, je pourquoi veux je bien. commence là-dessus. En fait, c'est comme un plan large, ce début de roman. Et c'est comme un dézoom, si tu veux. Et en fait, ensuite, je vais zoomer pour aller voir ce qui se passe avec les personnages. Et je voulais vraiment commencer par cette distance, parce que ça me permet
de créer un contraste avec ce que vit vraiment le personnage. C'est un peu le sujet du roman et la problématique de mon personnage qu'on trouve là, donc Alric, c'est la confrontation entre ce qu'on attend de lui, entre l'image qu'il projette et entre ce qu'il est vraiment. Euh, Si tu veux, il y a une vraie dichotomie entre l'être et le paraître chez lui. Et dans cette Sneaking Pete, je voulais montrer cette image très forte, qui l'écrase complètement et qui le tétanise. C'est-à-dire qu'on l'appelle le flamboyant, c'est le prince qui va se lancer sur la quête la plus importante du siècle. C'est vraiment un truc énorme et presque tout le monde l'admire, ou du moins a envie de l'admirer parce qu'il représente quelque chose pour eux. Donc le prince très lumineux, très fort, qui a réponse à tout, qui sait où il va. Sauf qu'en fait, Alric, il correspond pas du tout à ça. Euh, il est pas très doué, il est incapable de se débrouiller tout seul. On va l'apprendre très vite, hein, c'est pas du spoil, on s'en rend compte assez rapidement. Mais il se faisait harceler dans son école de chevalerie. Donc lui, il sait très bien qu'il est pas si flamboyant que ça et qu'il ne mérite peut-être pas cette quête en fait. Et il va devoir se confronter à cette image. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais vraiment commencer voilà par cette vision un peu du dessus avec tout ce qu'on projette sur lui, la foule qui l'acclame et tout. Et en fait, très vite dans ce premier chapitre, on va se rendre compte que lui, il vit la chose très différemment. C'est-à-dire, il n'est pas du tout à l'aise sur cette scène, d'être sur le devant de la scène comme ça. Et en fait, ce début me permet de créer un contraste par la suite avec ce qui va arriver. D'accord. D'après ce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux, c'est un personnage qui te tient à cœur, non? Oui, C'est bien, je crois que ça arrive, non? c'est ça. Tu as fait Oui, un post sur lui il n'y a pas longtemps en plus. c'est Ouais. ça. C'est un personnage qui est très important pour moi et sur lequel je travaille beaucoup sur ses corrections éditoriales et sur ses réécritures. Enfin, c'est un personnage qui me donne du fil à retordre, mais qui est ouais, assez important pour moi. J'ai encore plus hâte de le découvrir du coup. C'est gentil. Ah, c'est bien parce que du coup, Linky Pit de Fleur d'Épine, il est différent que celui que, par exemple, que moi je vais te présenter ensuite, donc, qui est celui de mon premier roman, La Bête du Bois perdu, donc que je vais lire. Ça va faire ça me fait remonter des souvenirs là parce que je l'ai écrit il y a été 2017, donc je fais le calcul. Et comme je disais, je les relis pas souvent mes romans, donc bon, le début je m'en souvenais quand même, mais ça me fait bizarre un peu de me replonger dedans après tout ce temps. Alors, il était une fois un royaume lointain, perdu au milieu de la forêt. Les bois aux alentours étaient peuplés de gibier, les torrents regorgeaient de poissons, et les montagnes abritaient en leur sein des mines d'or et de diamants. Les étés dans ce royaume étaient une bénédiction, et les hivers n'en étaient que plus doux. Je vais m'arrêter là pour l'instant. En fait, je voulais reparler aussi de La Bête du Bois perdu, parce qu'en fait, il reprend, j'avais fait le choix, bien sûr, hein, de reprendre le classique Il était une fois des contes de fées. Et je pense que, quand on pense à Linky Pit, c'est un peu peut-être Linky Pit le plus connu. Ou peut-être on n'y pense pas forcément, mais c'est une Bah formule oui. qui est tellement en nous, que ce soit Once Upon a Time chez les anglophones, ou voilà, où Il était une Ouais, fois en c'est vrai. France. Et en fait, au début, ça me semblait évident quand j'ai écrit La Bête du Bois perdu de commencer par. C'est un conte, en fait, il y a toute l'intrigue de La Bête du Bois perdu est rythmée par des extraits un conte inédit, un conte que j'écris moi-même en jouant avec les codes des contes de fées anciens. Et du coup, ça me semblait évident de commencer ma réécriture de conte, qui est le roman est un hommage au conte de fées, de commencer par cette formule qui est presque magique, tu vois. Quand il était une fois, tout de suite, Oui. t'es plongé dans un univers, rien qu'avec ces quelques mots, et je trouvais ça, magique. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de Linky Pit, de mon tout premier roman, et écrit achevé en tout cas. Et puis le genre littéraire qui m'avait inspiré. Et puis c'est une formule qui est aussi des fois un peu détournée. Par exemple, là, récemment, j'avais relu Pinocchio. Et je sais pas si tu as en tête le texte ou pas. J'avais complètement oublié que en fait, Collodi, au début, il détourne un peu ça. Alors, je vais le citer de mémoire, hein, j'ai pas le texte sous les yeux, mais en gros, ça commence comme ça. Le narrateur dit « Il était une fois », et t'as les enfants qui disent « Un roi, un roi ». Il dit « Mais non, les enfants, il était une fois un morceau de bois ». Et j'adore ce petit détournement, tu vois, des codes déjà au 19e siècle. Donc voilà,
je trouvais ça intéressant de revenir sur Linky Pete, peut-être le plus connu au monde. C'est vrai. C'est vrai quand on y pense. Et j'aime bien, Est-ce comme tu dis, que c'est une formule magique, c'est vrai. J'aime bien le voir comme ça, comme une petite formule magique. C'est Il était une fois. Puis il y a un peu l'exky Pete aussi, enfin, je pense qu'on dit comme ça, à la fin Ouais. où il vécut heureux, il eurent beaucoup d'enfants. Après, ça, je sais pas si on regarde statistiquement, si ça apparaît tant de fois ça dans les contes, mais j'ai l'impression que c'est une formule aussi qu'on Mm. a en tête quand on pense aux Je contes. pense que ça apparaît plus dans les albums de contes édulcorés qu'on peut avoir quand on est enfant, tu sais. Pas les vrais textes de contes, parce qu'au final, j'ai pas en tête beaucoup de contes qui finissent très très bien, donc qui finissent comme ça. Mais je pense que dans les versions d'albums pour enfants qu'on peut trouver de nos jours, en tout cas, il y a pas mal de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est vrai. Alors ensuite, est-ce que tu acceptes de nous partager l'incipit de ton projet en cours? Parce que je sais pas encore ce que tu acceptes de révéler sur ton Oui. roman en cours. Ça me gêne pas de le partager parce que je l'avais déjà plus ou moins partagé sur Instagram. J'en avais partagé quelques mots. Donc, ça me gêne pas de le partager, mais il faut garder en tête que c'est du premier jet, donc c'est Ouais, susceptible de changer, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un texte en cours d'écriture. Donc voilà, c'est parti. je t'écoute. Aussi loin que sa mémoire put remonter sur le sentier de ses souvenirs, Florine avait toujours senti une faille en elle, quelque chose d'indicible, dont la présence discrète se faisait à peine remarquer. Elle caressa la tasse qu'elle avait entre les mains, ébréchée, légèrement fendillée. Voilà comment elle se percevait. Personne ne voyait la faille qui courait sur le blanc éclatant de la porcelaine. Pourtant la cicatrice était bien là, à l'insu de tous. Elle la distinguait du bout des doigts. J'adore. Non, Je, merci. je sais pas si tu as déjà révélé publiquement le conte qu'il a écrit, mais moi Oui. ok, parce que du coup avec Florine, j'ai tout. C'est bien Bah oui. qu'on ouais, on identifie tout de suite. Oui, Ouais. oui, bah c'est une Et réécriture de l'oiseau bleu. voilà. Ton conte Voilà. préféré, si je dis pas de bêtises. C'est mon conte préféré. C'est vraiment mon conte préféré. Et pour le coup, j'ai choisi de partager le fait que ce soit une réécriture de l'oiseau bleu parce que je suis pas certaine, et ça par contre c'est la première fois que je le dis, donc tu as l'exclusivité aussi, je suis pas certaine de soumettre à Magic Mirror parce que c'est une réécriture très très éloignée, c'est-à-dire que je me sers des personnages et du contexte, mais je pars vraiment sur autre chose. Et en toute objectivité, je suis pas certaine que ça corresponde à nos critères chez Magic Mirror de réécriture de contes. Donc je suis pas sûre de le proposer à Magic Mirror, donc j'ai moins cette question de l'anonymat en tête. Voilà, donc ça me gêne pas de partager ça. J'aime bien parce que contrairement à Linky Pit de Fleur d'Épine, où là on partait plutôt sur une vue Mm. générale, là on est plus sur quelque chose d'introspectif déjà par rapport à Florine, je Oui, trouve. c'est ce que je voulais. Je voulais en dire un peu plus sur mon personnage. Je voulais parce que Heu, c'est un personnage qui va être vraiment emblématique de l'histoire. Ça va être, autant pour Fleur d'Épine, j'ai plusieurs personnages principaux. Enfin, on a, vraiment 2 figures fortes, 2 figures un petit peu mineures, mais qui sont quand même là. Alors que là, pour Vienne la nuit, j'ai vraiment ce personnage et donc je voulais, et toute l'intrigue va tourner autour d'elle et autour de la découverte d'elle-même, de cette faille qu'elle porte et cetera. Donc je voulais vraiment qu'on commence avec elle. Je voulais qu'on ait je trouve que en fait la tasse de thé évoque le contexte. Ça se comprend dans les deux trois premières pages, mais voilà, elle est en train de toucher une tasse de thé, donc ça en dit quand même déjà un peu plus sur l'univers dans lequel elle évolue, sur le contexte dans lequel elle est. Et surtout, j'évoque en fait avec cette petite brèche sur la tasse qu'elle est la seule à sentir et qui lui rappelle ben à quel point elle-même est brisée et à quel point ça ne se voit pas parce qu'elle elle-même en a conscience mais n'arrive pas à comprendre ce qui va pas chez elle. J'évoque par là en fait le rapport à tout ce qui peut être caché, à ce qu'on ne voit pas. Et c'est vraiment une thématique centrale du roman et je voulais l'évoquer en fait avec ces premières lignes. D'accord. Bah, merci d'avoir accepté de partager encore c'est encore plus une exclusivité là, Oui. je trouve. Est-ce que ça Bah, serait intéressant, comme on se disait tout à l'heure, dans quelques années, de revenir écouter le oui, podcast et voir si Linky Pit aura changé ou pas? c'est ça. On verra bien. Mais merci en tout cas à toi d'accueillir ces premières phrases et ces premiers mots de mes textes. Ça me fait plaisir.
Alors ensuite, moi, je voulais vous partager l'Incipit donc, de Miranda, qui, bon, cette fois, on n'est plus dans l'écriture de conte, on est donc chez ma novella que j'ai publiée au Chat Noir, et là, on va être plus sur enfin, ça parle de maisons hantées, d'esprits, de fantômes, plus vers le fantastique, le gothique. Voilà. Alors, du coup, en cette fin d'après-midi, maman quitta la maison en m'oubliant derrière elle. Alors, du coup, j'avais J'adore. choisi. Bon, c'est bon signe. En fait, pareil, cette phrase-là, quand je me suis mis devant mon écran pour commencer à taper le texte, enfin, elle est venue toute seule, tu vois. Et du coup, ça m'a fait bizarre aussi maintenant de revenir dessus. Je me dis, oui, en fait, en une seule phrase, parce que j'ai choisi justement de me concentrer sur cette unique phrase, bah, je vois qu'en fait, il y a déjà deux éléments qui sont très importants. Il y a maman, qui, je vais pas spoiler, mais quand on lit le texte, on comprend, sachant pour les auditeurs que Sandy l'a lu, donc elle comprend. Donc, voilà. Donc maman, donc la figure de la mère a une place très importante dans la novella. Et bah, la maison, donc, puisque c'est une histoire de maison hantée, c'est un huis clos dans cette maison. On va aussi appeler sur le terrain, dans les jardins, mais on va rester autour de cette unité de lieu. Et bien sûr, il y a la première personne aussi, puisque c'est Miranda, qui est la narratrice. Et c'est une narratrice un peu... je sais pas, c'est un terme français, les anglophones, ils ont un terme unreliable narrator, avec mon super accent français. Je pense que pourrait dire ça, narrateur non fiable, je crois, Oui, on pense en français. je pense que c'est Donc, ça, oui. disons qu'elle a une personnalité particulière, elle est dans un état particulier, et ce qu'elle perçoit n'est pas forcément très objectif et n'est pas forcément la réalité. Et je me suis amusée tout le long du roman, et rien que dans le premier chapitre, on le ressent déjà. Et aussi, maintenant je me dis aussi que, alors la phrase elle m'est venue comme ça, mais je me suis aperçue avec du recul et avec d'autres textes que j'ai écrits par la suite, que plus ou moins consciemment, je ne sais pas, je trouve que c'est une phrase qui interpelle. Pourquoi maman elle part en l'oubliant quoi. Et je me suis aperçue que maintenant, là où j'en suis en tant qu'autrice, j'ai tendance à voir et à plus me creuser la tête pour avoir des incipits qui sont plus marquants, entre guillemets. Et je me demandais quel est ton point de vue, toi, sur la question. Est-ce que faut-il privilégier des phrases marquantes pour que l'incipit reste en tête, ou au contraire, est-ce que une phrase banale, alors banale entre guillemets, ça peut rester aussi justement en tête? Bah, écoute, mon avis n'engage que moi, je le répète, mais pour moi, non, il vaut mieux travailler son équipite. C'est, je pense qu'on peut pas faire l'impasse sur un vrai travail de réflexion quand il s'agit d'écrire, les toutes premières phrases de notre roman, parce que c'est quand même la première rencontre avec le lecteur, c'est les premiers mots qu'ils vont lire de notre plume. C'est quand même hyper important. Je pense qu'il faut vraiment, soigner ces premières phrases, accrocher l'intérêt, peut-être, montrer son style aussi, mine de rien, parce que c'est là que j'avais lu un article, je sais plus de qui, alors je cite ça vraiment comme ça, mais j'avais lu un article de quelqu'un qui disait que un lecteur se fait son avis sur les 10 premières pages, je crois, et en fait, si on l'a pas convaincu au début, il y a peu de chances qu'il reste, quoi. Donc, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais je pense que vraiment, non, il faut apporter attention aux premières phrases. Même pour suivre des éditeurs, des éditrices sur les réseaux, plusieurs fois j'ai vu quand ils parlaient de leur travail, c'est vrai que vu le nombre immense de manuscrits qu'ils reçoivent, des fois ils se font un avis sur les 10 premières pages, etc. Oui. Mais aussi Alors, sur les synopsis, etc., qu'ils peuvent bien recevoir, les sûr. pitchs, etc. Mais quand ils se plongent dans le manuscrit, c'est rare enfin, si au bout de enfin, après, tu me rediras toi aussi en tant qu'éditrice, en tant que principale concernée, mais si ça convainc pas sur les premières pages, Ouais. je comprends qu'ils Bah, puissent c'est pas non vrai. plus le lire jusqu'au bout.
on n'a pas le temps. Et aussi, moi personnellement, alors c'est juste mon expérience à moi, mais sur les manuscrits, vraiment pas les livres que j'achète ou quoi. Des fois, je poursuis parce que je sais qu'un tel l'a bien aimé et qu'on a les mêmes goûts, donc peut-être ça va me plaire, etc. Donc je fais un effort sur les textes déjà publiés que j'achète. Par contre, sur les manuscrits, très honnêtement, en 7-8 ans d'édition, j'ai jamais réussi à changer d'avis après peut-être allez, une vingtaine de pages, quoi. En général, l'avis que je me fais sur les 20 premières pages, c'est le même qu'à la fin, même si je lis le texte en entier. S'il n'a pas réussi à me convaincre sur 20 pages, il y a peu de chances que ça marche par la suite parce que que ce soit le style ou la façon de présenter les événements, que les personnages, si au bout de 20 pages ça fonctionne pas, il y a peu de chances que ça fonctionne par la suite. À l'inverse, il y a des textes sur lesquels je me suis dit: «Ah ben peut-être ça va le faire», j'ai poursuivi et finalement ça l'a pas fait. Mais pas l'inverse, quoi. Si ça marche pas, ça marche pas. Mm. Ouais, à mon humble avis de lectrice, j'ai la même chose aussi avec mes lectures. Souvent, parce que souvent, quand il y a vraiment un style, ça saute aux yeux dès les premières pages et souvent, tu peux voir rapidement si Mmh, le style va te convenir ou pas, parce que des fois, ça arrive c'est que des ça. styles de certains auteurs, ça Mmh. passe pas. Et des fois, j'en reparlerai tout à l'heure, dans les équipes qu'on va se partager, mais des fois, dès les premières lignes, je dis, ah oui, je sais Ouais, pas, c'est ouais, bah oui. presque un coup de cœur pour. Et il y a plusieurs textes de Magic New York, ça a été comme ça. C'est-à-dire que j'ai lu les premières phrases et je me suis dit: «Ah oui, ça va le faire». Et ça Mhm. l'a fait. Donc Oui. non, oui. Genre typiquement, le dernier auquel je pense, c'est Le Reflet brisé, genre en 10 lignes, tu m'avais convaincu quoi. C'était, c'était fort. Bah, justement, ça me fait une transition toute trouvée. Merci Sandy. Parce C'était qu'en pas fait, préparé. bah, en fait, je voulais vous parler du reflet brisé après, mais avant, vu que tu as déjà partagé deux de tes Inkipit, est-ce que tu en avais un autre à partager ou c'était tout? De mon cru, non, parce que le premier, alors je suis même pas allée le revoir honnêtement, mais vraiment j'ai très honte de ce premier texte, ça, il n'est pas partageable, donc, T'inquiète pas, donc je non. comprends. Par contre, avant que tu passes sur le reflet brisé, si je peux me permettre juste de revenir sur Vas-y. Miranda, t'as quand même un troisième élément sur l'Incipit de Miranda qui est très important et représentatif de ton texte, je pense, c'est le fait qu'elle ait été laissée seule. Et, Mm. et c'est très fort parce qu'en une phrase très courte et très simple, tu dis toute l'essence de ton texte. Et je pense que c'est un très très bon incipit parce que sans en faire des tonnes, c'est une phrase qui est somme toute assez simple. T'en dis tellement et on s'en rend pas compte quand on le lit pour la première fois, mais après coup, c'est très fort. Donc c'est un incipit que j'aime beaucoup. Et moi, il m'a marqué, je pense, alors c'est peut-être très personnel et très subjectif, mais il m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a fait penser dans un premier lieu à un incipit très célèbre d'Albert Camus. Je sais Mm. pas si tu as déjà lu L'étranger, mais, Oui. mais c'est pas du tout la même chose. On parle, enfin, vraiment, les textes n'ont rien à voir et c'est pas du tout le même registre, c'est pas du tout la même histoire, mais l'incipit de L'étranger est célébrissime et je trouve que cette petite phrase courte qui évoque la mère qui s'en va, forcément, ça fait penser à l'incipit de L'étranger, je trouve. Enfin, moi, ça m'y a fait penser direct et donc forcément, ça accroche l'attention. Il est très connu parce que je pourrais peut-être le citer. De mémoire, c'est pas ce matin, maman est morte ou peut-être Ouais. hier, je ne sais Alors, plus. C'est j'ai quelque pas chose osé le comme ça. citer parce que voilà, je sais plus Ouais. si c'est hier ou ce matin, mais c'est quelque chose de Oui, maman est morte aujourd'hui, ce matin, hier, je sais plus, mais oui. c'est la mère qui Mais meurt. je l'ai pas mis non plus dans les Inkipit qu'on partagera tout à l'heure parce qu'en fait, ça me semblait peut-être trop évident presque. C'est ça qu'il est très connu, mais parce que, à raison, en fait, il est tellement marquant et il y a tellement de choses à dire. Et j'avais vu un article pareil, j'ai plus le. Je n'ai plus la référence, bien sûr. Ça se voit que il y a de l'improvisation aussi, parce que. Et c'était un article hyper intéressant. Peut-être que si vous tapez sur Google, c'était un article en fait sur la difficulté de la traduction de L'étranger de Camus, parce que Ah, c'est les intéressant. traducteurs anglophones galéraient en fait pour traduire cet incipit. Parce qu'en fonction est-ce qu'on prend mover ou mom tu vois, Oui. et le temps utilisé, etc. En fait, ça changeait tout le sens. Parce qu'en Eh fait, oui. cet incipit-là, il y a tellement de non-dits, et ça, c'est si caractéristique du personnage, hein, en Mm. si peu de phrases aussi, que en Je fait, chaque mot l'ai est si tu choisi veux. avec... Ah, super. Je l'ai retrouvé, ça dit: «Aujourd'hui, maman est morte.
ou peut-être hier, je ne sais pas. Et c'est cette hésitation qui est hyper forte parce que comment on peut ne pas savoir quand sa mère est morte? Enfin, c'est ça qui accroche l'intérêt Interpelle, ouais. aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on savait pas si c'était hier ou aujourd'hui aussi toutes les deux parce que parce qu'il sait pas non Oui, plus voilà. apparemment. Et le personnage, donc le nom m'échappe là tout de suite, mais il est tellement ce détachement de tout ce qui lui Mm, arrive, sans spoiler l'étranger non plus, mais ça déstabilise et c'est ça qui est au cœur de l'histoire en fait. Donc voilà. mm. Bah, je Mais suis voilà, c'est honorée vrai que que Miranda t'ait fait penser à ça parce que c'est voilà, c'est une bonne référence quand même. mais je trouve que on relève un petit peu de la même chose, tu vois, une phrase très simple qui évoque quand même quelque chose de presque tabou. La mère qui meurt ou la mère qui s'en va, c'est un sujet qui est très fort et qui est qu'on n'a peut-être pas envie d'évoquer parce que bon bah c'est voilà. Euh, il y a quelque chose, je trouve que l'équipette de Miranda a quelque chose de l'étranger. Et je te laisse aller sur le reflet brisé. Désolée, je t'ai Du coupé coup, dans ton. t'inquiète pas, maintenant c'est très intéressant. Alors du coup, pour le reflet brisé, hop, que je retrouve. Voilà. Lorsque Kirsten quitta le couvent ce jour-là, une nouvelle vie l'attendait. Restait à savoir si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Je vais mourir, réalisa-t-elle. Dès qu'ils le seront, ils me tueront. Cette perspective ne l'épouvantait guère. À vrai dire, elle la perturbait à peine. Enfermée dans sa chambre sans chaleur ni couleur, Kirsten avait eu le temps de la digérer, encore et encore, jusqu'à s'en détacher complètement. Il était trop tard pour regretter. Elle n'avait plus qu'à attendre le début de la partie. Le Ah, découpage est très, très bien, je trouve. et du coup, sans me lancer des fleurs, ce que j'aime bien. Non, en fait, celui-là, pour le coup, celui-là, je l'avais bien retravaillé, tu vois. Puisqu'en fait, bon, ceux qui ont lu Le Reflet Brisé le savent, l'incipit est repris dans le dernier chapitre. Donc c'était voulu aussi. Hmm. Puisqu'en C'est fait, très on puissant. C'est quelque chose commence... que j'adore dans ce texte. Merci. Parce que du coup, on commence et tout de suite, on voit d'emblée que le personnage de Kirsten, du coup, elle a un secret, elle a quelque chose qui la tracasse. Mais quoi? Et voilà. Et on revient pas trop dessus au début. Mais du coup, à la fin, voilà, quand on a les révélations qu'on va avoir au fur et à mesure de l'intrigue, jusqu'à la fin, et au dernier chapitre, en fait, la boucle est bouclée, il va y avoir certaines temporalités vont, voilà, enfin, je perds mes mots, mais tu as compris. Oui. Voilà, et je voulais en fait que, grâce à ce procédé narratif, que le lecteur, si d'aventure il a envie de relire le roman, ça remet toute l'histoire en perspective. Tu vois, moi j'adore, alors Hmm. plus dans le genre cinéma comme média, et j'adore le genre de film où une fois que tu le vois une première fois, et quand tu le revois une deuxième fois, tu as Hmm. toute une vision complètement différente, que ça soit parce qu'il y a un twist final, des choses comme ça, etc. Oui. Même sans parler de twist là, tu vois, et quand je pense à un film comme Shutter Island de Scorsese, etc. Et j'aime beaucoup, moi, ce qui permet limite de relire le roman, et quand tu le relis, bah, vu que tu sais des choses que tu ne savais pas lorsque tu étais, Oui. enfin, tu connaissais, voilà, et ben ta lecture va t'apporter quelque chose d'autre, tu vois. Alors c'était ça que je voulais faire avec Le Reflet Brisé. Ça fonctionne bien. Pour l'avoir lu 5-6 fois, ça Oui, fonctionne pour le bien. coup, toi. Et, et aussi, alors, j'avais choisi aussi de le commencer le roman donc de cette façon, mais le commencer à ce moment-là, parce que vu que c'est un nouveau départ pour Hmm. dans la vie de Kirsten, parce qu'en fait, elle quitte son couvent. C'est une princesse qui avait des problèmes de santé, donc elle était un peu à l'écart, elle vivait recluse dans un couvent. Et là, pour un mariage politique, on va l'en sortir. Hop, tu vas dans le royaume ennemi, et puis hop, tu vas marier un roi que tu n'as jamais rencontré, etc. Donc c'est le début d'une nouvelle vie pour Kirsten. Donc ça me semblait Hmm. évident aussi de commencer le roman ici. Et du coup, je voulais te poser une question, une réflexion comme ça. Pour toi, où commencer son récit? Alors, c'est une question qui est très large et qui n'a pas de réponse. Parce que on peut commencer comme ça, on peut commencer. Alors, comme par hasard, je n'ai pas d'exemple en tête, mais on peut commencer tout simplement au début de la vie du personnage. On peut commencer in medias res. Alors, je crois que c'est comme ça le terme. En gros, en plein milieu d'une scène.
Oui, d'une action en général Est-ce, palpitante. ouais. Est-ce que toi-même, tu as des préférences? Est-ce que c'est une réflexion que tu te fais dans l'écriture ou pas? Oui. Alors, comme je te dis, quand moi j'écris, en général, je les ai tout de suite, donc je me pose pas trop la question. Par contre, je me la pose pour les auteurs que j'accompagne, les auteurs et les autrices que j'accompagne, évidemment. On travaille aussi sur les incipits, donc forcément, on se pose la question de pourquoi commencer le texte à tel moment et pas à un autre. Et ça, en fait, enfin, la réponse est compliquée. Ça dépend vraiment de chaque projet, de ce qu'on a envie de raconter, du type d'histoire qu'on veut raconter, parce que si on va retracer toute la vie d'un personnage de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est pas pareil que si on va vraiment se concentrer sur un passage de sa vie où il va se passer des choses intéressantes. Enfin, tout dépend vraiment du projet. Après, commencer in media res ou pas, ça c'est une question qui se pose beaucoup parce qu'avec la mode des romans page-turner qui sont très très intenses, avec beaucoup de suspense, c'est vrai qu'on parle beaucoup des débuts in media res. Attention, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, c'est tentant évidemment, parce qu'on commence directement dans l'action, on se dit on va pas ennuyer les lecteurs, ils vont rentrer directement dans le truc, mais c'est un peu piégeux parce que bah, le lecteur doit quand même s'intéresser au personnage qui vit l'événement, je pense. Et du coup, le travail de l'écrivain sur ce genre de début immédiat, ça va vraiment être de doser les éléments distillés au fil de l'action pour garder le dynamisme de l'action, tout en révélant quand même assez d'informations pour présenter les personnages et que le lecteur comprenne ce qui se passe et qu'il puisse très rapidement être investi émotionnellement dans ce qui se passe et que ce soit pas vraiment un truc dont il est sur lequel il est complètement hermétique parce que raconter des actions qui sont palpitantes c'est très bien mais si c'est des personnages qu'on ne connaît pas ça a peu d'impact donc ces débuts-là sont un peu piégeux, je trouve, et c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Ça peut l'être, mais il faut quand même bien le travailler et faire en sorte que le lecteur comprenne quand même ce qui se passe et puisse s'investir un minimum. Donc attention. Moi, en tant qu'autrice, je sais que ça me fait un peu peur aussi d'écrire, parce que j'aurais trop peur aussi, vu qu'on est en plein milieu de l'action, comme tu dis, on connaît pas encore les personnages. J'ai peur aussi que bah, le lecteur soit complètement perdu, parce que bah, c'est C'est qui ça, lui, c'est quoi, on est où, quel contexte, c'est ça. quelle époque, tu vois. Mm, mm, mm. C'est vrai que ça peut être un piège, quoi. Ça peut être un piège. Après, ça peut se faire, hein. Il y a des moyens subtils Oui, d'annoncer tout ça, de contextualiser les choses, de présenter des personnages, mais c'est pas forcément la voie la plus facile. Elle a l'air facile, mais elle l'est pas toujours. Après, pour ce qui est de façon plus générale, je pense que moi, j'aime bien, encore une fois, c'est personnel, mais j'aime bien les incipits qui annoncent déjà la thématique du roman de façon un peu subtile. Évidemment, on va pas jeter un pavé dans la mare, mais voilà, déjà, évoquer un petit peu la thématique du roman sans en avoir l'air. J'aime bien ce genre d'incipit-là. Et si je peux me permettre, vas-y. éviter les débuts de roman en mode synopsis où vous racontez des événements de façon très très détachée, sans émotion et sans, par exemple, dans ce royaume, il existe tel truc qui s'est passé, tel événement, et puis on arrive à notre personnage qui vit ça. C'est le genre Mm. de début Le côté qui un peu fonctionne pas livre très bien. d'histoire. C'est ça, en général, on Ouais. évite de parler de politique, ou de choses très très générales parce que c'est pas forcément ce qui intéresse les lecteurs. En général, on commence plutôt à parler d'un personnage qui va les intéresser, quoi. Oui, parce que c'est Ou souvent d'un ça, enfin, événement, ouais, ou qui d'un accroche. événement spécial ou quoi, mais pas du général et pas de traité géopolitique, s'il vous plaît. Voilà. Et je sais qu'en tant que lectrice, c'est souvent les personnages qui vont m'accrocher. Et d'ailleurs, on en Mm, parlait il y a pas longtemps sur Instagram, mais moi, oui. c'est souvent les personnages qui viennent en premier, en plus, Mm. quand j'écris, enfin, quand je réfléchis à une intrigue. Donc, ouais, je comprends. Donc, puis, Mm, moi, j'écris ce que j'aime lire aussi. Donc, voilà. forcément. Puis après, moi je dis ça, mais il y a probablement des tonnes de contre-exemples de bouquins très très célèbres qui commencent par des généralités aussi, hein. Donc c'est pas forcément. Il y a moyen que ce soit intéressant quand même, mais c'est pas le plus évident et c'est pas le plus facile. J'ai toujours en tête Tolkien qui commence la communauté de l'anneau ou la fraternité de l'anneau selon les dernières traductions. Enfin, moi j'ai gardé communauté en tête, je suis de la vieille école, mais maintenant c'est fraternité, je crois, le Oui, vrai c'est vrai. titre, qui commence par vraiment la vie des hobbits, alors que
enfin, quand on connaît l'histoire, je pense pas spoiler Le Seigneur des Anneaux, mais on est sur une quête épique où on va traverser un univers tout entier avec des batailles, enfin des choses très très importantes. On est sur on essaye de vaincre le mal à sa source, donc c'est vraiment quelque chose. Et pourtant, le premier chapitre, on a, je sais pas, je crois au moins 50, 60 pages sur la vie des hobbits et le petit quotidien très tranquille des hobbits. Et, et il commence avec quelque chose de très familier parce qu'on suit cette vie très casanière, très familiale, très posée des hobbits. Et en fait, on commence avec quelque chose de très particulier. C'est vraiment la vie des hobbits pour aller vers un monde qui va s'étendre. Et en fait, c'est ce qui est en jeu dans le texte. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est attaché à ces hobbits, qu'on aime bien cette petite vie où on fume la pipe et où on se raconte des histoires le soir, une fois qu'on est bien accroché là-dedans, bah, on nous dit oui, mais d'accord, mais ça va disparaître parce qu'en fait, Sauron, il va venir et il va tout péter. Donc, il va falloir aller sauver ce quotidien-là. Et je trouve que c'est un début de roman très fort. Alors, pas tout le monde l'aime parce que c'est un peu long, ce passage sur les hobbits, si vous l'avez lu. Mais c'est un début de roman qui est très intelligent et que je cite souvent comme un bon début parce que voilà, on commence pas par montrer Sauron qui se réveille et qui veut tout détruire. On commence par montrer quelque chose de très simple euh, dans lequel le lecteur peut facilement se projeter. Et j'aime beaucoup. Et c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai pas encore lu Le Seigneur des Anneaux. Pardon, je Et suis justement, désolée. non, non, t'inquiète, parce qu'en fait, je suis au courant par exemple, de D'accord. ça. Et c'est une des raisons qu'en fait, qui m'avait un peu freinée. Bon, en même temps, j'étais plus jeune, maintenant, tu vois, je compte le lire un jour, tu vois, mais en fait, on m'avait dit, ah oui, non, mais 50 pages sur la vie de Hobbit, là. Et j'ai dit, bon, ok, tu vois, ça m'intéressait pas trop. Et c'est Mm. drôle aussi parce que tu parles, oui, il a pas fait le choix de montrer l'éveil de Sauron. Alors, pour le coup, de mémoire, dans les films de Jackson, il y a un peu plus ça. Il y a une intro Ouais, avec le roi de eh Galadriel, oui. on voit l'anneau, Et voilà. ça fonctionne aussi, tu vois, ça marche aussi, mais c'est différent, ça donne une vibration un peu différente au début, Ce je qui trouve. était un peu obligatoire dans le changement de média parce que déjà que les films sont assez longs, mais alors si tu commences Oui. tout. Et par contre, chez Tolkien, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui du Hobbit. Pareil, je vais citer de mémoire, donc c'est pas, voilà, ça va pas être exact, mais c'est quelque chose comme dans un trou vivait un Hobbit, quelque chose comme ça. Oui. J'adore, mais aussi parce que c'est un roman jeunesse, donc c'est plus pas le même public, pas le même registre, mais j'ai adoré ça. J'aime bien aussi. Voilà. Sachant Avant du que coup toute l'histoire du Hobbit, oui, ça va être de sortir de ce trou-là, donc c'est aussi un début qui oui. est très fort, je trouve. Pardon, je t'ai Et coupé. du coup, Vas-y. avant de refermer cette première partie, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter concernant ta façon d'aborder les Wikipédias dans l'écriture? Ou on peut passer à Oh, la suite? bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, donc si tu veux, on peut passer à la suite. Ouais. Alors, avant de passer à la suite, deuxième manche. Allez, deuxième Donc, humiliation, on y va. donc là, j'ai changé un prénom pour pas que ça D'accord, soit trop évident. ok. Alors, Micheline acheva son époustage avec un petit soupir. Le soleil était déjà haut dans le ciel et lui brûlait la nuque. Oh là là. Est-ce que ce serait pas le royaume sans ciel? Non. Non, pas du tout. Non, il est récent. C'est un des enfin, je considère le Royaume sans ciel comme récent encore. Non, du coup, c'est un roman. J'ai pas mis le Royaume sans ciel parce qu'en fait, j'adore le Royaume sans ciel parce que je le trouve iconique et je me suis dit que ça serait trop évident. Et bah Non, peut-être mais pas du coup. je crois que le royaume sans ciel, il commence avec une scène de Nelly qui justement est dans sa chambre et se prépare. Du coup, c'est pour ça, je pensais que ça pouvait être celui-là. De mémoire, dans le Mais Royaume sans ciel, je dis qu'il est iconique, mais ça tombe, je vais dire n'importe quoi. De mémoire, c'est le royaume. Si tu veux que j'aille le chercher. non, Attends. mais comme tu veux, hein. Non, sinon, en gros, c'est peu dans la nuit, la forêt, le royaume gèle, un truc comme ça, et Ah, il me semblait, je c'est sais pas, j'ai un un souvenir prologue qui est de. très court. Oui, c'est vrai qu'il y a un prologue, Les auditeurs, ça effectivement. leur donne pas du tout envie, là. Je pense que au montage, Pardon. je l'incorporerai au montage.
Alors, petite intervention de la Nina du montage, parce que là, en écoutant, ça va pas du tout. Alors, comme promis, je suis allée vérifier l'Inkipit du Royaume sans ciel de Charlotte Embrun, qui est un roman publié chez Magic Mirror Édition. Et on n'était pas si éloigné que ça avec Sandy, puisque le chapitre 1 commence bien avec la princesse Neily qui se prépare. Mais avant ça, il y a bien un prologue que je vais vous lire maintenant. Un soir d'été, après une journée caniculaire, la forêt se mit à geler. Le givre rampa sur les chênes, crépitant contre l'écorce et figeant les feuilles dans un craquement sinistre. Les framboisiers devinrent secs et cassants comme des os. La neige étouffa le parfum suave des roses. L'eau des rivières glaça, son chuchotis se muant en un silence stupéfait. À quelques lieues de là, tout au haut d'un château, une fillette pâlissait à vue d'œil. Son teint blanchissait en même temps que la nature. Endormie dans son lit d'enfant, elle ne savait pas encore que son monde se pétrifiait. Lorsqu'elle s'éveilla, un dôme gigantesque masquait le ciel. Voilà, c'est un Inkipit que j'adore, qui m'avait marqué, qui plonge tout de suite dans l'ambiance du roman. C'est pourquoi je voulais vous le partager fidèlement cette fois. D'ailleurs, j'avais eu un coup de cœur pour le Royaume sans ciel que je vous recommande vraiment. Voilà, maintenant que la mise au point a été faite, retour à l'épisode. Donc, Micheline t'épouille. Micheline C'est ça? acheva son époustage Son avec un petit époustage. soupi. Ouais. Le soleil était déjà haut dans le ciel et lui brûlait la nuque. Donc c'est Oh, un purée. personnage Mais- féminin. Ouais. Et c'est le personnage principal du coup. Mais ça t'aide pas parce que chez Magic Mirror, je crois que Il y a beaucoup de personnages peut-être- féminins. peut-être un cercle de fer récemment où il y a plus des personnages masculins au centre. C'est vrai, c'est plus des filles. Non, mais en fait, là, je procède par élimination. C'est pas Cannelle et Gingembre, c'est pas l'enfant des bois. Il est sorti l'année dernière. Je crois. Je sais pas, là, comme ça, j'avais envie de dire fin de partie, mais il est pas sorti l'année dernière, fin de Ah partie. si. Non, il est pas. Ah mince, alors il est sorti il y a 2 ans alors. C'est fin de partie. Ah. ça Oui. va. Ah, je croyais qu'il était sorti en 2022. Non, bah tu vois, bah, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est fin de partie. Ah, ça va. Deuxième essai, ça va. J'en ai dit un avant. Et ouais. Donc c'est Alaïs acheva Oui. son époustage. Oui, Voilà. bah oui, Un l'époustage. roman du coup que je vous conseille fortement si vous aimez Alice au Pays des Merveilles et la reine de cœur ou la reine rouge, je sais jamais. Bah, je pense que c'est les deux, non? Je sais pas, moi je la vois Oui, souvent je crois, passer ouais. sous les deux titres, donc Donc, Mais mais voilà, c'est un roman très vous cool. allez adorer l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je pense que vous allez adorer fin de partie. Voilà pour le petit jeu. La troisième, je l'aurai du premier coup. Et du coup, pour la suite, en fait, là, je voulais que cette fois, on partage, alors pas nos Inkipits, mais des Inkipits qu'on a croisés au cours de notre parcours de lectrice, soit des Inkipits qu'on adore, qui nous ont marqués, que ça soit positivement ou négativement aussi, ça peut arriver. Voilà. Et puis qu'on revienne un peu dessus, pourquoi avoir fait ce choix. Alors, on n'a pas encore partagé nos choix respectifs. Non. J'espère qu'il y aura pas de doublons. Alors moi, j'en ai choisi 4 au cas où. Toi, je sais pas combien t'en as choisi finalement. J'en ai pris 3. Ok. Bah du coup, je propose que tu commences, que tu me lises et puis je vais essayer de deviner. Tu vois, on va un peu inverser les rôles. Ah! Sachant que je sais pas, peut-être Ok. que je l'ai pas lu du tout le roman ou peut-être que tu vois. Sur un des 3, il y en a un, je suis certaine que tu l'as lu. Enfin, je pense. Je suis quasi certaine, mais oui, non. Et Alors, comme je vais ça, partir sur les celui-là. auditeurs, ils pourront jouer aussi un peu chez eux, tu vois. Allez, c'est parti. En plus, il est très court. Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Je l'ai. Dans une minute parce qu'en fait, j'ai failli le mettre. C'est vrai? Et j'ai bien fait, j'en ai hésité avec un autre. Et parce que, en fait, au début, je dis, mais je vais pas en trouver 3. En fait, j'en avais trop. Et du coup, j'ai mis de côté. Et ben, j'ai bien fait. Mais je m'étais dit peut-être Ah bah que voilà. je savais plus si tu l'avais lu ou pas. Oui, Donc je l'ai voilà, lu, je j'ai l'adore. beaucoup aimé. Et ouais, non, j'aime bien cet Inkipit, il est très efficace, je trouve. Avec le jeu, donc la première personne, on sait qu'on part sur l'histoire d'une vie, on sait que le texte va se concentrer sur la trajectoire d'un personnage narrateur, et déjà ça en dit beaucoup. C'est simple, c'est puissant, je trouve que ça marche trop bien. L'héroïne est si singulière qu'il n'existe pas de mots pour la désigner, c'est quand même très fort. Et puis il y a quand même le camp
qui laisse supposer, enfin, quand je suis née, qui laisse supposer que maintenant ce terme existe. Et du coup, on imagine que le roman va nous conter de quelle manière elle va réussir à se définir, à exister. Et c'est un équilibre que j'aime beaucoup, qui est très très fort, je trouve. Oui. Et j'aime beaucoup je trouve que tout de suite il y a une dimension mystique, vraiment Mm. antique, et vu que c'est le personnage de Circé qui est voilà qui a du sang divin dans les veines, qui est une magicienne, une figure iconique de la mythologie grecque. Ouais, franchement, tout de suite, d'emblée, ça pose le ton. Et j'adore personnellement la plume de Madeline Miller, Ouais. parce que je trouve qu'il y a certaines plumes anglophones où il n'y a pas vraiment un style travaillé comme Mm. chez les francophones, mais je trouve qu'il y a vraiment ça et c'est Et je complètement trouve que gardé dans la traduction. mm, j'allais te dire, là, Et je il y trouve a que la des... traduction est vraiment pas Ouais, mal. ouais. Et que ce soit Mm, mm. dans Circé ou le chant Le chant d'Achille, mais d'Achille. il y a des citations, mais je pourrais me les tatouer, quoi, tellement qu'elles sont Ouais. magnifiques. Et Bah, le celle-là, chant d'Achille je est pense dans qu'elle mon en fait top partie. 5, si tu veux. Ouais. Moi Tout à l'heure, je aussi. t'évoquais un top 5, le chant d'Achille est dedans. Voilà. Allez, il est dedans aussi. Donc voilà. J'aime bien aussi celui de Nikkipi du chant d'Achille. Oh, j'avoue, là, j'arrive plus à parler. Le chant d'Achille, c'est dur à dire. Oui. Mais je trouve pas aussi il m'a pas Mm, autant impacté que celui de Circé, tu ouais. vois. Mm, mm, mm. Je comprends. Est-ce que tu veux que je te propose un des miens, du Oui, coup, vas-y. ou Alors, tu si voulais j'ai un... pas trouvé les Magic Mirror, je suis pas certaine de trouver les tiens, mais tu peux toujours essayer. Ouais, parce que celui-là, je sais pas si tu l'as lu, en fait. Alors, c'est un de mes romans préférés, mais je sais pas du tout si tu l'as lu. Alors, Just avait deux problèmes, la lune et sa moustache. Ah, j'adore. Non, je pense pas l'avoir lu, ça me dit Alors, rien, mais j'aime beaucoup. c'est du young adulte. C'est du young adulte qui a été adapté récemment sur Netflix. Ah oui, je vois, je vois. C'est En Shadow fait, and donc Bone. Ouais, Enfin, alors de c'est pas Shadow and Bone, Grisha. Mm. ouais, c'est dans l'univers de Grisha, c'est Six of Crow de Lee Ah, Bardugo, d'accord. qui est un de mes romans préférés. Je pense que c'est mon roman young adulte préféré. Enfin, j'adore la duologie, c'est deux tomes. Et alors, j'ai choisi cet Incipit là, mais c'est pas forcément parce que je l'adore, tu vois, je vais t'expliquer. En fait, je trouve il est singulier parce que la phrase, je pense qu'elle enfin, moi, personnellement, elle m'avait interpellée, je l'avais trouvée un peu amusante, etc., quand j'ai lu. Et elle m'avait aussi interrogée, elle me dit, bah, c'est qui Juste? Parce qu'en fait, quand tu lis le résumé, quand tu connais un peu l'univers et tout, ce que bah, tu t'attends à d'autres personnages, tu t'attends aussi personnages Six of Crow, Mm. tu vois, voilà, qui donnent le titre au roman. Et bah, du coup, je te propose que là, j'ai choisi juste la première phrase. Je vais t'expliquer un peu ce qui se passe dans ce premier chapitre, qui est du point de vue de Just, en fait. Et Just, en fait, c'est un mec lambda, c'est un garde, en fait, tu vois, une sentinelle, enfin, qui est chargé de patrouiller, voilà. Et il patrouille pas trop parce qu'il pense à Anya, la jeune demoiselle en qui il est amoureux, et il cherche, en fait, au tout le début du chapitre, il cherche à trouver des moyens un peu de la draguer, lui faire des compliments. Alors il dit, mais comme elle a les yeux marrons, il peut pas lui dire, bah t'as les yeux bleus comme l'océan, tu vois. Là les yeux marrons, bah marron comme quoi, il trouve pas, etc. Et tout. C'est amusant, tu vois. Et puis il y a son copain qui lui dit, bah dis-lui qu'elle a la peau blanche comme la lune, nous les lunes, etc. Puis il commence à être fier, parce qu'il commence à faire pousser sa petite moustache, etc. Tu vois, voilà. Mais elle est pas encore, c'est pas encore une vraie moustache de bonhomme, tu vois. Et en fait, et voilà, donc je trouve qu'il y a un côté un peu attachant des personnages, etc. Et bah alors, spoiler du premier chapitre de Six Feet Crow, c'est ce que c'est vraiment un spoiler parce que c'est dans les premières pages. Et en fait, Just, il va être témoin d'un événement un peu bizarre et un peu dramatique. Et le premier chapitre s'achève comme ça. Et après, le deuxième chapitre, on va découvrir Kaz, il neige, etc., les personnages principaux. Et en fait, moi, je trouvais ça intéressant parce que là, l'autrice, elle prend c'est pas la seule à le faire, c'est d'introduire l'histoire, l'univers par les yeux d'un personnage secondaire. Là, récemment, j'ai fini Le Sorceleur et il fait aussi beaucoup ça, pas forcément Ouais. l'Ikipit, mais il y a beaucoup de chapitres du point de vue de personnages qu'on verra plus après, et ça. Et je trouve ça c'est intéressant. Et il y a une réutilisation aussi qui est intéressante, qui, moi, m'avait fait une petite pincée au cœur quand j'avais lu Six Retro pour la première fois. Parce que plus tard, donc 5-6 chapitres plus tard, du point de vue de Kaz, je crois, donc un des personnages principaux, il va arriver dans ce lieu où Just était, où il y a eu un drame. Il va passer à côté du corps sans vie d'un jeune homme qui avait du duvet là. Et tout de suite, Ah, d'accord, ouais. tu vois,
Et c'est un petit détail comme ça, et ça m'avait marqué, tu vois. Je comprends. Ça, c'était la première fois, mais après, avec du recul, mais ça, c'est complètement personnel, donc je serais curieuse de voir si chez les auditeurs, s'il y en a certains qui ont lu Six of Crow. Vu que c'est un de mes romans préférés, je l'ai relu plein de fois, au moins 4-5 fois. Et mais maintenant, quand je le relis, ça m'arrive de sauter le premier chapitre, tu vois. D'accord. Pourquoi? Et parce que, bah, en fait, je préfère commencer dans le deuxième, parce que plus le début du deuxième, donc c'est la première apparition de Kaz, un des personnages principaux, c'est Kaz Breaker n'avait pas besoin de raison, comme ça, et après il y a toute une explication, etc. Voilà, et quand tu connais le personnage de Kaz, etc., la première phrase qu'il introduit est aussi très iconique et qui marche bien, tu vois. Et je sais pas, peut-être parce que le fait que je sais ce qui va arriver à Juste, je sais ce que ça va introduire comme élément narratif, bah Juste il est bien sympa, mais moi je veux voir Kaz, Inès, etc. Tu vois. Donc je me demandais, bah, Ouais. c'est totalement personnellement, mais je trouve que ça marche une première fois, mais sur moi Mm. ça marche plus trop après. D'accord. Je comprends. Et sachant que dans le tome 2, elle fait aussi ça avec un autre personnage, elle introduit le tome 2 avec un chapitre d'un autre personnage, un autre point de vue, et lui aussi je le passe, tu vois. D'accord. Voilà pourquoi je voulais partager cette Inkipit-là. Ok. Est-ce que tu veux du coup partager ton second Inkipit? Oui. Ok. Je te dis ce que c'est avant ou pas? Non, je te le dirai après. Non, non, du coup j'aime bien, je joue un peu aussi. En plus, pour le coup, si tu l'as lu, je pense que tu vas reconnaître tout de suite. Dans le pays d'Ingari, où des choses étonnantes comme les bottes des 7 lieues et les capes d'invisibilité existent bel et bien, c'est une véritable calamité que d'être l'aîné de 3 enfants. Chacun sait que vous serez le premier à échouer si d'aventure vous décidiez d'aller chercher fortune. J'adore parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, parce que j'ai C'est hésité vrai? à le mettre. Oui. Du C'est coup, pas c'est un de vrai. mes romans préférés, Le Château de Hurle, voilà. Oui, alors, petite précision, ça c'est l'ancienne traduction que j'aime beaucoup. En fait, il a été récemment réédité chez Inis Éditions avec une autre traduction que j'aime un petit peu moins, j'avoue. Du coup, ce que je vous ai cité, c'est l'ancienne traduction. Voilà, c'est pas la Mais nouvelle. y a pas trop. Enfin, tu vois, moi j'ai lu la nouvelle version chez Inis, et tu vois, Mhm. j'ai reconnu, donc je pense qu'il n'y a peut-être pas Bah, si trop de tu veux, différence. Non, j'ai l'autre version. ah, J'avais je veux pris bien les alors. deux. L'autre version, c'est au pays d'Ingari, où existaient réellement des choses telles que les bottes des 7 lieues et les capes d'invisibilité, il était malvenu d'être l'aîné de 3. Chacun savait qu'il serait le premier à échouer, voire pire, si toute la fratrie tentait de faire fortune. Ça dit la même chose, mais je trouve que la formulation, enfin moi je préfère le phrasé de l'ancienne traduction. Voilà. Mhm. Mais Alors du coup, c'est pourquoi un l'as-tu équipage que choisi? j'aime beaucoup parce que déjà, ça commence comme un conte. Je trouve que ça, on est directement dans l'ambiance du roman. Et j'aime beaucoup le décalage où on nous dit que, voilà, les bottes des 7 lieues, les capes d'invisibilité, oui, bah, c'est bien étonnant, mais ça existe, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une vraie calamité d'être l'aîné de 3 enfants parce que, on va échouer si on cherche à faire quelque chose. Et comme si c'était quelque chose d'admis et de tout à fait normal. Tout le monde sait que c'est comme ça, alors que pas du tout en fait. Enfin, moi, c'est pas du tout Oui. quelque chose qui est admis pour moi. C'est-à-dire qu'autant les bottes des 7 lieues, les capes d'invisibilité, ça m'étonne. Enfin, voilà. Enfin, je trouve que ce décalage entre oui, bon, les bottes des 7 lieues, ok. Par contre, voilà, et ça, j'aime beaucoup. Et forcément, ça donne envie de suivre parce que moi, je me pose la question de bah, pourquoi si on est l'aîné de 3, on va échouer? Qu'est-ce que c'est que cette règle que je ne connais pas qui existe dans cet univers? Et ça ouvre tout de suite le roman, je trouve. C'est un début que j'aime beaucoup. Et j'adore aussi, ça prend aussi sens quand tu découvres le personnage de Sophie Hatter, donc qui Mm. est Sophie Chapelier, du coup, je pense en Oui, français, qui est du coup l'héroïne. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, vous connaissez peut-être l'adaptation au film de Miyazaki, donc Le Château ambulant. Voilà. oui, Et les deux, j'adore les deux. moi Ils sont aussi. différents, mais je les adore Mm. tous les deux pour des raisons différentes. Je pourrais pas choisir mon préféré. Et Même j'adore chose. Sophie. Et Sophie, c'est l'aînée en fait d'une fratrie. Elle a deux petites sœurs. Et du coup, voilà. Et tout le début du roman, elle est là dans sa boutique de chapeaux, etc. Alors, je l'ai lu il y a oh, ça donne envie de le relire d'ailleurs. Et de mémoire, voilà, elle n'est pas forcément satisfaite de Mm. son existence. Donc ses sœurs, il y en a une qui est apprentie chez une magicienne, l'autre qui Mm. travaille dans une boulangerie, quelque chose comme ça, Une etc. Et pâtisserie, elle ouais. reste un peu à la boutique, elle sort plus trop, voilà. C'est un de mes personnages féminins préférés, je pense, Sophie. C'est vrai? Ouais.
J'aime Elle beaucoup. elle a j'adore celle du livre, je trouve qu'elle a aussi un caractère encore dans le Mhm. livre, dans le film aussi, mais dans le livre, elle a un mordant, j'adore, Ouais, enfin, qui fonctionne très bien en balance avec le personnage de Hurle, je trouve. Enfin, oui. les deux marchent trop bien ensemble. C'est un livre que j'aime beaucoup et donc le début, je l'aime pas mal aussi. Oui. Très bon choix. Merci. Alors, du coup, je vais te partager un autre Incipit. Pareil, je sais pas si tu l'as lu. Alors, la neige fondait sur la montagne et Bunny était mort depuis plusieurs semaines quand nous avons fini par comprendre la gravité de notre situation. Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est intense comme C'est début. le maître des illusions de Donna Tartt, D'accord, non, j'ai qui est pas un lu. peu, qui peut être considéré un peu comme un peu le roman fondateur du genre de la Dark Academia. D'accord. Puisqu'on va être sur un campus universitaire, on va suivre un groupe très sélect d'étudiants qui font étudier du grec ancien, etc. Et du coup, parmi ce groupe, il va y avoir un mort, Bunny, qui va être assassiné. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tout de suite, ça interpelle parce que tu as la mort du personnage et tu as tout de suite l'implication du narrateur, donc Richard. Tu comprends tout de suite que, voilà, c'est pas un spoiler, hein, parce que tu comprends dès le premier chapitre qu'en fait, bah, c'est eux qui ont tué leur ami Bunny. Et après, tout le D'accord, reste, en fait, c'est le procédé du retour en arrière. Tu vois, tu sais qu'il y c'est a intéressant. la mort de tel Ouais. personnage. Et après, tu reviens tout en arrière et Richard qui raconte comment il est venu à cette université-là, Mm. etc. Et j'adore. Alors moi, c'est un roman que je vous conseille aussi si vous aimez bien Dark Academia ou vous aimez bien tout ce qui est plus largement les secrets et voilà, les histoires de meurtre, etc. Et cette phrase-là, je pense que c'est encore plus efficace si tu te lances à l'aveugle. Et je trouve elle marche très Mm. bien. Ça, tout de suite, ça accroche, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un procédé qui est souvent repris aussi un peu ah, voilà, vous vous demandez comment je suis arrivée dans cette situation, et je reviens en arrière. Mm. D'ailleurs, Ça me c'est fait, pour ça me revenir fait pas mal penser. Vas-y. ouais, Non, 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 vas-y. vas-y, pardon. Non, mais ça me fait penser à pas mal d'épisodes de séries. Il y a plein de séries qui fonctionnent comme Oui, ça, où t'as le début d'épisode, c'est la situation dramatique, et ensuite on revient en arrière. Comment on a fait pour en arriver là? Ça marche ouais. toujours très bien. Mm. Et comme je viens de finir Le Sorceleur, bah, dans les deux derniers tomes, c'est exactement ça en fait. Dans le tome 6, on retrouve Siri blessée et elle va raconter l'homme qui l'a sauvée, comment elle en est arrivée là. Et pareil, dans le dernier tome, un personnage rencontre un autre personnage et elle raconte tout ce qui s'est passé. Et à la fin, la boucle est bouclée, tu vois. Et j'adore en fait le procédé-là, qui est peut-être un peu vu et revu maintenant, je sais pas, mais moi je trouve que c'est très efficace parce que tout de suite ça accroche quoi. Je dis, mais pourquoi ils l'ont tué, quoi? Comment ils vont s'en sortir? Pourquoi, surtout quand tu découvres après, bah, des mois avant le groupe et que tu vois Bunny, etc., dis, mais pourquoi ils vont le tuer, tu vois? Puis je trouve ça aussi un peu, je sais pas, peut-être pas culotté presque, tu vois, de spoiler ton intrigue dès les premières phrases. Mm. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. voilà. Ok. Tu veux mon troisième ou pas? Ouais. Si, alors, tu le connais, même si t'as peut-être pas lu le livre, je sais pas, parce que j'en avais, justement, c'était un des équipes que j'avais repris dans l'atelier sur les équipites, mais je trouve que c'est un exemple Ah, qui ok. marche bien. Du Mm. coup, Mr. et Mrs. Dursley, qui habitaient au Cap Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Oui, donc c'est l'équipe d'Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, c'est le Je premier l'adore tome. aussi. Ouais. Ouais, bah, moi, je trouve son surprise, je trouve qu'il est excellent. Déjà, le ton qu'il insuffle avec ce dialogue refermé d'emblée, merci pour eux, merci bien ou merci pour eux, c'est ouais. Ça marche trop bien. On savait même pas, enfin, c'est-à-dire qu'on ferme un dialogue qu'on n'avait même pas commencé, on savait même pas qu'on parlait avec eux, mais ils ferment déjà un dialogue. C'est très représentatif des Dursley. Je trouve que ça marche très très bien. Et il y a cette catégorisation hyper efficaces des Dursley qui sont très normaux, qui rentrent parfaitement dans une case très bien délimitée. Et en fait, tout nous crie que les Dursley sont dans la norme, qu'ils entrent dans le moule. Et je trouve que le tour de maître est là parce que, en négatif, en creux, Rowling nous montre en fait qu'il existe un autre monde et que s'il correspond pas à, enfin,
si eux correspondent à une norme, c'est bien qu'il existe tout un univers qui n'y correspond pas du tout. Et en fait, elle nous parle du monde des sorciers sans même le mentionner. Et je trouve que c'est très, très fort. Ouais, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fonctionne toujours très bien, même après des années. Oui, très bon choix. Merci. Et on a fait Ah le bah, tour du de coup, mes Inkipit, voilà. ouais. Alors, bah, du coup, moi, il m'en restait. Bah, j'en avais pris 4 au cas où. Mhm. Mais bah, je pense que je vais pouvoir dire les deux parce que bah, j'ai pas tant de choses à dire en fait dessus non plus. Alors, celui-là, je pense que tu vas le reconnaître. Je pense que je l'ai choisi parce qu'en fait, je pense que c'est un Inkipit, même si tu ne donnes pas le titre, même si tu n'as jamais lu le roman, tu identifies. Il y a des chances que tu identifies toi aussi. Alors, c'est une Tu me traduction. surestimes beaucoup. Ah oui, désolée, sinon je couperai au montage. Hein. On Non, non, mais c'est pas recommencera, tu vois. grave, hein. C'est pas grave. Non, non. Alors, par contre, c'est un texte qui a été écrit en anglais. Du coup, il existe plusieurs traductions pareil. Mais D'accord. voilà, je sais pas, j'en ai pris une comme ça. Voilà. Tous les enfants grandissent, sauf un. Oui, je l'ai. Et j'ai lu le livre pour le Ouais, coup. C'est Peter Pan de Barry. voilà. C'est un Et Inkipit que j'aime je beaucoup l'adore. aussi. Mm, mm. Ouais. Parce que je trouve qu'en une phrase, tu cernes le personnage déjà. Enfin, Ouais, et puis c'est pareil, je l'adore parce que. Alors, je sais pas s'il est. Je le trouve iconique, enfin, entre guillemets. Enfin, mm, j'adore cette Inkipit parce que. Voilà, je pense que la plupart des gens, tu leur dis ça, ils peuvent penser à Peter Pan directement, même s'ils n'ont pas jamais lu le roman. Je ouais. sais pas si c'est parce que le personnage, parce que l'Inkipit en soi est très efficace ou parce que le personnage de Pan est tellement connu maintenant. Tu vois, Je je sais pas, m'interroge. peut-être un peu les deux. Mais même si tu connais pas le personnage, je pense que ce qui fonctionne, c'est l'opposition très très forte. C'est que tous les enfants grandissent, tout le monde, sauf un seul. Et c'est de celui-là qu'on va parler. Et ça marche trop bien. Évidemment, t'as envie de savoir pourquoi il grandit pas. Puis attention, alors, spoil pour Peter Pan. Euh, ça annonce déjà la fin. Tous les enfants grandissent. Donc, Ouais. Wendy, voilà. On sait, voilà. Ça annonce un peu déjà le choix qu'elle va faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà. Et sinon, pour le dernier Inkipit que j'avais choisi, pour une autre raison encore que j'en avais parlé tout à l'heure, un peu pour la plume. Tu sais, pour le style où dès le début, je t'avais dit qu'il y avait des romans comme ça, des fois, dès les premières phrases, Ouais. je comprends, tu vois. Alors pareil, je sais pas si tu l'as lu. Alors, mon ombre, ma pauvre ombre. Depuis le coucher du soleil, elle saigne. Et ça ne s'arrêtera plus. Mais d'où vient-il tout ce sang? De nulle part, sans doute. Des eaux noires d'une malédiction. Oh, je l'ai pas lu, ça me dit rien, mais ça me fait penser à un roman que je n'ai pas lu, mais que je connais parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Vas-y, dis-moi. Bah, bah, oui, c'est Apostasie de Vincent Tassi. Ah, j'en étais sûre. Tu pensais à J'en ça? étais sûre, ouais. Mais tu sais que c'est extrêmement fort parce que je ne l'ai jamais lu. J'ai juste vu bah, toute la communication qui a été faite autour et j'ai lu quelques chroniques dessus. Ouais. Et je trouve que ces quelques phrases que tu as partagées, c'est tellement, enfin, ça colle tellement avec les illustrations de Minahem qui ont été faites, avec l'ambiance qui se dégage du roman que tout de suite tu recolles même si je l'ai pas lu, quoi. Enfin, du coup, Mm. c'est effectivement assez fort et assez marqué en termes de style. Je l'ai choisi Mm. parce que tout de suite, bah, j'ai eu un coup de foudre pour le style, tu vois. Ouais, Et c'est pour moi, c'est l'une des forces, mais je pense que tous les lecteurs qui l'ont lu te le confirmeront. Et Vincent Tassi, il a un style c'est un de ses auteurs que tu reconnais au premier coup d'œil, c'est un de ses romans, tu vois. Et aussi, bah, parce que bah, la plume, elle est tellement belle, il y a un côté presque poésie en prose, je trouve. Et en fait, ça se retient. Je l'ai souvent en tête, tu vois, c'est presque comme une chanson, tu vois, mon nom, ma pauvre ombre, etc. Et le fait que tu aies reconnu sans l'avoir lu, il n'y a pas de meilleur exemple en fait pour illustrer ce que je voulais dire, tu ouais. vois. Tellement je trouve ça efficace. Mm, mm. C'est le mot efficace. Donc voilà, j'ai fini, j'ai aussi partagé tous mes équipiers. Merci pour tes partages. Mais avant de finir, j'ai une Mhm. dernière Ah devinette. oui, c'est vrai. Eh oui, moi j'ai pas oublié. Allons-y. Et tu t'es Allons-y. engagé à le trouver. Alors, en plus celui-là, il est peut-être pas évident en plus, je sais Oh pas. non. T'es prête? Vas-y. L'éclat des festivités perçait les murs de l'imposant château que réchauffaient les pâles rayons du soleil.
Est-ce que ce serait pas le lac des Cygnes? Oui, tu l'as Ah! eu. Toi, je t'avais dit le dernier, je l'aurais. Oui, Ouais. c'est le lac des Cygnes. Bon, ça va. Et en plus, pour le coup, celui-là, il est ancien parce que c'est le troisième roman que vous avez édité, donc. Oui, c'est vrai. Mais le début est Et assez j'aime bien aussi marquant parce et que oui. non, Et puis vas-y. là, pour le coup, on est sur, on n'a pas encore parlé trop ça, mais on est plus sur la description pour un début. Mm, On l'a pas vraiment évoqué dans l'épisode là, mais là c'est bien, on a la description du château. oui, qui va pas rester festif très longtemps. Je pense que c'est Oui. l'opposition entre ce qui va se passer et cet état de liesse du début qui fonctionne aussi sur celui-là. Mm. Donc tu vois, l'honneur est sauf. J'ai 1,5 sur 3. On va dire. Voilà, c'est bien, c'est la moyenne. C'est pas trop mal. Bah voilà, du coup on a fait un. Enfin, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter sur l'Ikipit, parmi toi Euh, de ton côté, si Ben, tu avais après, on d'autres pourrait en réflexions, parler des heures et des heures. En soi, il y a c'est ça. tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'on a quand même fait pas mal de. On a fait un beau tour. Mm, mm. Ouais, on a fait un tour plus ou moins complet, mais je pense que c'est déjà bien, je pense. Mm. Avant de terminer, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tes actualités et de tes futurs projets, si tu en as. Ben, en fait, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que mes actualités, c'est Oui, qu'en ce du moment, je coup. suis sur des corrections éditoriales de Fleur d'Épine qui sort en 2024. Donc, c'est le projet qui m'occupe en ce moment. Et puis, j'ai mis en pause, du coup, l'écriture de Via de la nuit. Je vais reprendre quand j'aurai terminé cette phase d'écriture. Mais là, il n'y a pas forcément de date. Enfin, voilà, j'en suis vraiment au premier jet et je suis très, très longue sur les premiers jets. Donc on va plutôt parler de Fleur d'Épine qui sort en 2024. Voilà. Mm. Et en tant que du côté, peut-être si tu veux parler de Magic Mirror ou je sais pas, ou des prestations que tu as en place en ce moment, s'il y en a qui sont peut-être intéressés, qui vont peut-être te découvrir en tant que bêta lectrice professionnelle et qui sont Ben tournés vers Magic toi. Mirror, on travaille sur notre prochaine sortie qui arrive en septembre, début septembre. C'est Tuer les rats de Louise No. C'est une réécriture du joueur de flûte de Hamelin à la sauce science-fiction. C'est un texte très particulier qui va un peu être détonné dans notre catalogue, que j'aime beaucoup, qui est raconté à la première personne par un personnage explosif qui est énervé contre la terre entière. Et du coup, c'est assez drôle à lire parce le personnage s'appelle Chloé et elle a une façon de raconter ce qui lui arrive très sarcastique et c'est sympa. Ça change du registre conte de fées, qu'on n'est pas du tout là-dedans. Mais pour autant, il va quand même lui arriver des choses assez graves. Et c'est un texte qui questionne, au-delà de la réécriture de contes, qui questionne le rapport à l'être humain. Qu'est-ce qui fait un être humain? Parce que Chloé est un personnage qui a des membres bioniques et elle les a acquis volontairement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est fait amputer des bras et des jambes pour se faire volontairement greffer des membres bioniques pour être plus performante. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien accepté dans sa société. Donc voilà, tous ces questionnements de où s'arrête l'être humain, où commence le cyborg, qu'est-ce qui fait notre humanité finalement? Est-ce que des gens qui sont totalement inchangés, c'est-à-dire qu'ils sont restés tels qu'ils sont nés, mais qui sont des ordures à l'intérieur d'eux-mêmes, sont des êtres humains plus que. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait l'humanité? C'est toute la question de cette histoire qui est aussi une histoire de vengeance assez jubilatoire. Donc, voilà, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus, sinon je risque de spoiler, mais c'est un texte que j'aime beaucoup. Et C'est vrai, côté. Pardon, vas-y. je voulais juste dire que j'ai vu passer quelques extraits déjà sur l'Instagram de Magic Mirror, et c'est vrai, dans les extraits, on voit déjà tout de suite la personnalité de la narratrice, quoi. Mm, Ça mm. saute aux yeux, ouais. Ouais, c'est un parti pris assez culotté parce que ça correspond pas du tout à ce qu'on fait d'habitude, mais on pouvait pas laisser passer ce manuscrit parce il était vraiment intéressant, donc on se dit c'est pas grave, on va changer un peu les habitudes de nos lecteurs et puis on veut absolument présenter ce texte à notre lectorat. Voilà. Côté bêta lecture, bah écoute, j'ai pas trop de nouveautés ou d'actualités. Je lance pas forcément de nouvelles prestations ou quoi, comme ça a pu être le cas précédemment. Je poursuis tranquillement sur ma lancée. J'accompagne les autoristes, enfin les auteurs et les autrices. Autant à l'écrit, auteurice, ça passe, mais je trouve qu'à l'oral, c'est un peu bizarre. Mais j'accompagne les auteurs et les autrices qui en ont besoin et qui veulent s'offrir mes services. Actuellement, je suis complète jusqu'à octobre et j'ai décembre qui commence à se remplir bien fortement. Donc, si jamais quelqu'un veut travailler avec moi, ne tardez pas à me contacter parce que en ce moment, je suis désolée, je refuse pas mal de contrats parce que j'ai pas de place. Donc voilà.
Tant mieux, c'est bon signe, ça marche Oui, très bien. oui, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver, par où te contacter si jamais on est intéressé pour travailler avec toi? Alors, moi, je rôde principalement sur Instagram. J'ai pas vraiment d'autres réseaux parce qu'il y a que sur Insta que je me sens vraiment bien. Donc, mon compte, c'est wonderfactory.fr. Je sais pas, peut-être tu le mettras dans la description, quoi. Ce sera Oui, peut-être oui, je plus, mettrai plus tout dans la parlant. description. Ce Ouais. sera plus parlant à l'écrit, mais voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta. Sinon, j'ai un site internet, wonderfactory.fr. Vous pouvez me contacter par mail. Il y a une petite boîte sur mon site internet où vous pouvez m'écrire aussi. Donc voilà, vous avez 3 biais pour me contacter. Je réponds à chaque fois. Parfait, donc je Voilà, mettrai tout, voilà. c'est gentil, Bah, merci. Bah écoute Sandy, je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur ce premier épisode. C'était hyper intéressant de parler avec toi autour de Linkipid, nos lectures, etc. J'espère que les auditeurs et les auditrices trouveront peut-être de l'inspiration sur mes livres, des idées de lecture peut-être pour Oui. leur donner envie de lire, que ce soit nos romans ou ceux on a présentés via des Linkipid, voilà. Donc je te remercie Merci encore à une fois. toi. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment un honneur. Je suis très contente d'être dans ton podcast. Et en plus, sur le premier épisode, vraiment, je me sens très honorée. C'était un super moment. J'ai adoré échanger avec toi. Je pense que j'aurais pu rester quelques heures de plus, mais la vraie vie nous rappelle. On peut pas Oui. rester là toujours. Puis bon, les auditeurs vont pas écouter 4 heures de discussion. Même si elles sont passionnantes, je pense qu'il faut quand même se limiter. Donc non, mais ça aurait été un plaisir de poursuivre cette conversation. Merci à toi et merci aux auditeurs qui vont nous écouter. Mhm. Bah du coup, je te dis au revoir et puis au revoir à tous ceux qui nous écoutent. Au Merci pour revoir. votre écoute. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!